Bon, alors nous revoilà de retour et nous avons le plaisir d'avoir avec nous docteur Adel Paul Boulad, professeur d'arts martiaux. Donc nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je vous remercie. Et tout d'abord, on voudrait parler des origines de Tartib. Ses origines sont égyptiennes pharaoniques, donc ça remonte à 5000 ans. Et c'était parmi les 3 disciplines guerrières égyptiennes qui étaient le tir à l'arc, la lutte et le bâton. C'était les 3 disciplines guerrières de l'armée égyptienne pendant plus de 3000 ans. Les traces les plus anciennes remontent sur la chaussée du pharaon Sahouré. Donc ça, c'est à moins 2600 avant Jésus-Christ, avec des gravures exceptionnelles qui montrent l'instructeur avec son élève et des instructions très claires. Et après, ça a évolué progressivement dans le dernier millénaire, devenu une sorte de pratique populaire villageoise. Hein. Et le côté folklorique, spectacle, etc., c'est juste les 50, 70 dernières années où c'est pris cette image-là. Et aujourd'hui, le public a surtout cette image-là, qui est une confusion énorme, puisque ça n'a rien à voir avec les 5000 ans d'histoire. Oui. Oui, alors, quand vous venez de le mentionner, si on parle de Tartib ici en Égypte, on a toujours en tête le folklore, la danse, et c'est la seule façon dont on le voit aujourd'hui en Égypte. Mais vous avez également mentionné qu'il y a aujourd'hui une sorte de Tartib moderne et qui fait partie des arts martiaux autour du monde. Parlez-nous un peu de cette évolution de cet art jusqu'à ce qu'il est devenu international et jusqu'à ce qu'il est un peu tout à fait proche de ses origines égyptiennes, mais tout à fait loin de ce qu'on trouve en Égypte aujourd'hui. Exactement ça, il est tout à fait proche de son origine, de sa source, et loin de la pensée égyptienne actuelle, surtout la pensée des gens de 50, 60 ans, qui sont imprégnés par l'aspect folklorique et art populaire, le spectacle. Le seul point commun qu'il y a entre les arts populaires du bâton et la danse, l'équipe de Reda, etc., et la pratique actuelle du moderne Tartib, c'est le bâton. C'est le seul point commun. Mais le reste est totalement différent. Hier, j'étais avec des gens des arts populaires et du folklore. C'est un autre monde. Ils sont là pour être beaux, pour faire un beau spectacle, etc. Là, c'est pour la pratique. C'est une pratique comme un autre art martial, mais ça a des bénéfices supérieurs aux autres arts martiaux du fait du bâton. Parce qu'avec le bâton, vous êtes obligé de faire attention à l'autre. Et avec le bâton, vous êtes obligé aussi de vous protéger. Ce qui qui vous amène à vous respecter et à respecter l'autre, en fait. Donc c'est un accélérateur des bénéfices habituels des arts martiaux. Et avec en plus la percussion, vous avez un suraccélérateur. Donc les bénéfices sont énormes. Hein. Et à ce jour, en Égypte, on a encore beaucoup de difficultés à voir ces valeurs-là. Donc c'était plus facile pour moi de le voir de l'extérieur, d'où ma démarche de créer le moderne Tartib. Donc c'était créé il y a 2 ans. Mais suite à un parcours d'à peu près 10 ans d'investigation en Égypte, dans les points les plus éloignés, les plus profonds de la pratique du Tartib, loin du folklore et loin des arts populaires, dans les villages, avec les maîtres, les ma'allimines, et en ayant fait des tests ici avec des jeunes en Égypte et en France, pour voir comment créer une méthode d'enseignement adaptée à la jeunesse et dans un modèle plutôt sportif, de sport, d'art martial sportif, qu'un folklore ou une danse. Hein. Voilà, ça n'empêche pas qu'on s'inspire des choses qui ont évolué quand même, parce que sur les 5000 ans, il y a eu beaucoup de choses. Mais vous dites qu'ayant un bâton à la main, on fait attention pour ne pas blesser l'autre et pour se protéger. Alors que, je ne sais pas, peut-être psychologiquement parlant, ayant un bâton à la main, on voudrait taper avec le bâton. Ben, faites-le chez vous, hein, si vous voulez taper sur quelqu'un, hein, mais pas chez moi, pas dans mon club. Parce que la première chose qu'on apprend dans le club, ou dans les clubs que nous avons créés, parce que maintenant il y a beaucoup de groupes qui existent en Europe, la première chose, c'est la puissance et le contrôle. Et si on prend des femmes aujourd'hui dans ces groupes-là, c'est parce qu'elles sont mieux armées, mieux en termes de qualité physique et mentale que les garçons, en termes de puissance et de contrôle. Ça vous surprend peut-être ce que je vous dis là. Hein. Donc la première chose qu'on apprend, c'est la puissance et le contrôle. Donc le but de ce sport ou de cette pratique, c'est quoi exactement? Parce qu'avec les maîtres, ou le ma'allim avant, le tapant, c'était pour taper dessus. Hein. Oui et non, parce que quand vous travaillez avec eux, ils vous apprennent aussi le contrôle, le tahakküm. Et pour eux, c'est ça qui m'a fait changer mon esprit, aussi mon idée, puisque moi j'ai snobé cette affaire-là pendant des années, comme la plupart des dirigeants et des cadres en Égypte aujourd'hui, parce que j'avais une vision folklorique. Et quand vous vous asseyez avec les ma'allimines, ils vont vous expliquer que le principe guerrier, qui était de démolir la tête de l'autre,
maintenant est devenu un principe de développement. Donc on va arrêter la frappe avant de toucher l'autre. Donc je respecte l'autre. Pour le contrôle, je respecte l'autre. Hein. Okay. Mais c'est puissant. Donc quand on fait maintenant des joutes, des combats en compétition, quand j'ai effleuré la tête, j'ai gagné. Et quand j'ai touché 3 fois au corps, j'ai gagné. Donc c'est soit 3 fois au corps, soit un effleurement à la tête. Mais si on touche le coude ou un poignet, ou on touche fortement, ou on touche la tête, en contact fort, on élimine la personne. Donc c'est interdit. Donc il s'agit juste de toucher, d'effleurer. D'effleurer la tête. Si on touche un peu fort la tête, on élimine la personne. C'est interdit. Et interdit de frapper sur les coudes. C'est très difficile. Parce il faut être protégé quand même. Est-ce qu'on protège la tête, parce par exemple? Quand vous protégez, à ce moment-là, si vous vous protégez, moi je vais taper fort parce que vous êtes protégé. Alors quand vous n'êtes pas protégé, je dois faire attention. Et si je vous touche, je suis éliminé. Oui, mais il y a toujours le risque d'être blessé. Oui, mais c'est pour ça qu'on apprend depuis le début. On apprend au départ, puissance et contrôle. Oui, on commence à quel âge à apprendre cet art? Le plus jeune qui a commencé avec nous avait 13 ans, et c'est un de nos meilleurs élèves. Gabriel, vous pouvez le voir sur les vidéos. Là, non, là c'est Arthur que vous êtes en train de voir. Il va peut-être passer après. Mais ça, c'est l'art de Tartib égyptien, ou plutôt c'est asiatique, ce qu'on voit sur l'écran. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Là, l'image avec le groupe qui est en train de faire... Qu'est-ce qui est asiatique? C'est le genre d'art martial qu'on trouve dans les films Jackie Chan. Moi, ça m'amuse beaucoup quand on me dit « Ouais, ça c'est comme l'Asie, c'est comme le taekwondo. » Non, c'est comme l'Égypte ancienne. Alors là, c'est comme l'Égypte ancienne. Il faut bien expliquer ça parce que il y a... C'est un point important. C'est comme rien du tout, sauf c'est comme l'Égypte ancienne. Et c'est gravé depuis 5000 ans et codifié depuis 5000 ans. Donc voilà, honorons nos ancêtres, ils l'ont fait bien avant les Asiatiques, bien avant le taekwondo, vous comprenez? Mais là, le bâton, il est moins long et plus fin, non? Le bâton mesure 1,30 m, le diamètre est de 3 cm, il est en rotin, c'est-à-dire que le contact n'est pas destructeur, alors on ne prend pas un bois dur comme ça, par exemple, le rotin est souple, c'est le bois qu'on utilise pour fabriquer les meubles de jardin, là, qui est souple. Et puisqu'on est là en pratique pour encourager et faciliter la pratique. Mais ce sport, on ne peut pas le considérer comme un sport d'autodéfense, par exemple. Si on se fait attaquer dans la rue et qu'on fait du tartib, si on n'a pas de bâton, ça y est, on est perdu. D'après vous, quelle est la meilleure méthode d'autodéfense? Je ne sais pas, de savoir se protéger. De courir. Oui, peut-être, et de crier. Alors, de courir, de crier, et quoi d'autre? Crier. D'éviter peut-être les endroits, d'éviter les provocations, voilà. Et de se comporter. Donc c'est le comportement la meilleure méthode de défense. C'est exact ou pas, non? C'est le comportement. Non, c'est le comportement pour ne pas provoquer l'autre, peut-être, se respecter, respecter l'autre. Non, mais quand vous êtes agressé par des agresseurs. Eh ben, votre comportement de pacifier. De calmer, de le pacifier, de dialoguer, d'établir, de comprendre, ou de vous enfuir. Mais ça ne sert à rien de commencer à rentrer dans l'escalade des techniques et de vous armer. Après, vous allez vous balader avec une ceinture explosive, avec des mitraillettes pour vous défendre. Si vous rentrez dans la spirale négative de l'autodéfense, vous allez vous balader dans un tank. Ça n'a pas de sens. Par contre, que vous utilisez des arts martiaux de manière extrêmement concrète, de combat, etc., pour développer votre confiance en soi, et votre présence à l'autre et le respect à l'autre, votre attention et respect à l'autre, d'arriver à l'autre et d'arriver à lui, là c'est la meilleure autodéfense. Ça c'est une autodéfense. Le reste c'est une blague, c'est une énorme blague. Alors là on voit que vous êtes vraiment très enthousiaste en ce qui concerne le transfert de cet art d'origine égyptienne actuellement, et de ce que j'ai lu, vous avez également un plan pour inclure cet art dans le patrimoine de l'UNESCO. Alors là, c'est une idée qui va vraiment insister sur l'origine de cet art, que ce sont des origines égyptiennes. Alors parlez-nous, qu'est-ce que vous voulez mettre dans le patrimoine de l'UNESCO? Quelle est votre idée? Le sujet pour lequel on a fait des films, des dossiers, etc., et on a investi beaucoup parce qu'il a fallu faire un grand travail. Pourquoi on a fait ce travail et créer un dossier pour l'inscrire au patrimoine intangible de l'UNESCO? C'est aussi pour encourager l'Égypte à continuer à protéger cet art-là. À découvrir, redécouvrir. Déjà, à faire attention et à le protéger, puisqu'on inscrit à l'UNESCO, au patrimoine de l'UNESCO, que les choses pour lesquelles un État fait déjà des démarches pour le protéger. Sinon, il n'y a pas. Donc la condition sine qua non, c'est de démontrer que l'État égyptien
fait ce qu'il faut pour le protéger. C'est ce qu'on a fait dans ce dossier-là, et normalement, ça devrait passer à la session en novembre prochain. Mais quelle est la meilleure protection? Quelle est la meilleure protection? C'est pratique. C'est le développement et la pratique du sport en tant que sport. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a montré qu'on le protégeait dans sa pratique rurale, mais le monde rural est en train de disparaître. Donc on a aussi montré, un, que les femmes commençaient à s'intéresser à rentrer dans la pratique, et deux, qu'ils se développaient, on commençait à le développer comme sport. Et c'est ça qui va rassurer les gens que, effectivement, l'État égyptien protège le tartib en le développant. Mais si les femmes commencent à rentrer dans la pratique, là... C'est la fin du monde, hein? Non, C'est ce que vous alliez pour dire. les hommes. Pour les hommes. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. Hein. Non, mais je vous dirais, là, vous touchez à l'authenticité du patrimoine, puisque pour le patrimoine proprement parlant, c'était quelque chose réservé aux hommes et non aux femmes. Ah oui, alors le patrimoine n'évolue pas? Non, je vous pose Non, une mais, question. à évolué. mon avis, il faudrait le garder pareil. authentique. Ah, c'est quoi authentique alors? C'est quoi authentique? Authentique, c'est-à-dire tel qu'il est. Et non, il a évolué. La chose a évolué pendant 5000 ans. Le vêtement a évolué, la pratique a évolué, tout a évolué. Nous sommes dans un moment historique. Si aujourd'hui, la manière de le protéger se transformer en sport, c'est une première chose. Si on laisse la femme dehors, on perd 50% de l'humanité, qui est une stupidité monumentale. Pourquoi? Parce que puissance et contrôle, moi j'ai fait une thèse en physique, ok? Oui. Et vous connaissez la formule E, énergie égale 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. Non, ça vous dit rien du tout. Si, si. Ça vous dit Pour quelque moi, chose. oui, Donc, rien. quand vous donnez de la vitesse à un objet, vous générez une puissance. Un objet léger, vous donnez beaucoup, parce que c'est multiplié par la vitesse au carré. Donc plus vous donnez la vitesse à l'objet, plus vous générez de la puissance. Alors, qui est de l'homme ou de la femme la personne capable de mobiliser l'ensemble de son corps, mais pas uniquement la main, l'homme est fort, etc. Qui est-ce qui a la plus grande souplesse mentale et physique de l'homme et de la femme pour mobiliser, mettre en mouvement l'ensemble de son corps? Je vous pose la question. C'est la femme. La femme, oui. Ah bah, ça c'est la première réponse. Moi je dis peut-être. C'est pour ça que dans le doute, je dis venez. Hein. Ça c'est par rapport à la puissance. Donc la femme, normalement, elle est capable de délivrer une plus grande puissance que l'homme, parce qu'elle met tout son corps. Elle met 60 kilos, si vous pesez 60 kilos ou 50 kilos, alors que l'homme ne va mettre que 15 kilos avec ses forces, sa adalat, etc. Mais c'est limité. On aura l'impression que c'est fort. Et surtout, il bougera beaucoup moins vite, beaucoup moins rapidement. Alors, quel genre d'exercice ou d'entraînement vous proposez à ceux intéressés à ce moderne tartib? Nos entraînements hebdomadaires, il y a 2-3 entraînements par semaine. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est-à-dire pour maîtriser l'utilisation du Il y bâton? a plusieurs aspects. Il y a la préparation physique. Il faut renforcer le train inférieur, la souplesse générale. C'est là où la femme, effectivement, montre des aptitudes beaucoup plus fortes. La pratique du bâton, être très habile avec le bâton, le délancer, des transferts et la tenue du bâton aussi, de manière à ce que le corps et le bâton fassent un. Et ensuite, on rentre dans les techniques de défense, les techniques d'attaque, les techniques de combat. On a des techniques codifiées. Et après, petit à petit, on va vers la joute libre, le combat libre. Et pour faciliter tout ça, moi j'ai créé 8 formes, tashkilat, qui sont par exemple les équivalents de kata au taekwondo, etc. Qui sont en fait l'inventaire de tous les secrets que j'ai recensés en Haute-Égypte, puisque moi, en allant pratiquant en Haute-Égypte pendant des années avec mes lunettes d'arts martiaux, à l'abeille, j'ai pu détecter tous les secrets. Les secrets sont dans les mouvements des jambes et dans les déplacements, ils ne sont pas dans la main, ils sont dans l'attitude et dans le respect de l'autre, etc. Donc ça, c'est les tashkilat, c'est les formes. Donc dans un cours, vous avez ça, vous avez l'échauffement, la préparation, la mise en train, les techniques. Il y a aussi les pas d'ancrage, ce que certains appellent les pas de danse, avec la percussion. Ensuite, on rentre dans des joutes codifiées, structurées, on sait exactement ce qu'on va faire. Ensuite, dans des joutes libres, debout ou au sol, des joutes au sol. Et la pratique de ces tashkilat, soit seul, soit en groupe, soit à deux, soit à plusieurs. Et ensuite, avec 2-3 attaquants sur un, etc. Donc, et tout ça, c'est codifié dans ce bouquin qui est publié maintenant au niveau international, pour lequel la version préliminaire était faite en arabe et en français. Et que j'ai fait valider par les Ma'allimines en Haute-Égypte, et qui ont même consacré le fait de changer la tenue et consacré le fait qu'on rentre le combat de 3-4 attaquants sur un. Alors qu'en Haute-Égypte, actuellement, le Mubarza, la joute, c'est 1 contre 1. Vous êtes le seul dans le monde à vous intéresser à ça et à vous investir pour cette transformation de tartib en un sport, ou bien il y a un groupe de gens qui sont intéressés et qui partagent il y a plusieurs choses. Il y a un groupe d'instructeurs
qui sont maintenant, qui s'émancipent. Il y a des sections à Londres, il y a des sections à la garde républicaine, à l'Haras al-Goumouri et al-Faransi. Il y a une section à la garde républicaine à Paris, pourquoi il n'y aurait pas au Caire, hein. Il y a une section à l'université, à Sciences Po, à Sciences Po, etc. Qui pratique ce genre de tartib? Il y a des instructeurs, il y a des étudiants, des jeunes. Et il y a donc il y a des instructeurs, donc je ne suis pas seul, je ne suis plus seul. Mais c'est vous qui avez initié ça. Qui a initié effectivement le mouvement, la création de la structure, de la codification des techniques d'enseignement, hein, après toute cette investigation dans les écoles en Égypte, à Minya, à Beni Hassan, au Caire et dans les lycées parisiens, pour voir comment les jeunes peuvent recevoir ça. Donc c'est moi qui ai initié, codifié cette affaire-là et structuré sous forme de moderne tartib, avec la structure qui existe à l'extérieur. Et maintenant, nous avons aussi un sponsor privé, qui est la société Mapso, qui nous soutient de manière importante pour le déploiement en Égypte. Parce qu'on a beau avoir en Égypte le soutien du ministre des Sports, vous savez bien qu'il faut un soutien financier et des gens passionnés. Et Philippe Mahari, qui est le patron de cette société, est vraiment passionné. Son fils est d'ailleurs sur les vidéos, vous pouvez le voir. C'est un des plus brillants jouteurs. Il a 16 ans, il a commencé à 12 ans. Et il va à Londres aussi, il s'entraîne à Londres dans la section qui est à Londres. Quand il est à Paris, il s'entraîne à la section qui est à la Cité internationale des étudiants. Et quand il vient au Caire, dans sa famille ici, ben, il n'y a rien. Donc il m'a dit, il faudrait qu'il y ait un club là. Oui, un club ici en Égypte. Donc pour le servir, nous sommes en train de faire s'il faut. Ça va être plus convenable de l'avoir ici en Égypte. Bien sûr. Et donc nous avons lancé le programme de la formation d'instructeurs. Et nous sommes dans la phase de sélection des candidats. Nous cherchons à avoir un groupe de 12 instructeurs que nous allons commencer à former en septembre. Hein. Nous cherchons 9 hommes et 3 femmes. Tout à l'heure, je vous ai montré que puissance et contrôle. Puissance, la femme était plus armée, mais on n'a pas parlé de contrôle, le respect. Qui est le plus respectueux de l'autre? Qui est le plus contrôlé? Qui est-ce qui est le plus attentif à l'autre? L'homme ou la femme? Non, l'attentif, c'est la femme. On ne peut pas le nier. Qui est-ce qui prend le plus le soin de l'autre? Oui, la femme s'occupe des hommes, oui, je sais, mais... Non, pas des hommes, des enfants, des autres. Des autres. Plus attentifs. Des autres. Est-ce que l'homme fait attention aux autres ou la femme le plus? Non, mais je pense que la femme, quand elle se déploie, elle perd son contrôle. Je ne parle pas de contrôle, je parle d'être attentif à l'autre. Maintenant, qu'elle perde son contrôle pour un tas d'autres raisons, certes. Hein, l'éducation lui a dit, il faut que tu aies peur. L'éducation lui a dit, tu ne dois pas faire ça, peut-être. Mais dans sa constitution, elle est plus attentive à l'autre. Oui ou non? Oui, bien sûr. Alors, mais il faut se méfier quand même, si on va pratiquer le tartib face à une femme, si on l'énerve, on ne peut pas... Voilà, elle ne va pas s'arrêter et garantir les résultats. Vous avez Mélanie, qui est une des meilleures élèves, hein, Rana, qui était une Égyptienne qui est venue pour la première fois, hein, il y a très récemment, pratiquer. Elle a commencé à me dire, là, Mardache, je ne peux pas, je vais lui faire mal. Je lui dis tout simplement, si tu me dis ça, c'est-à-dire que tu ne respectes pas l'autre. L'autre a besoin que tu lui donnes un engagement puissant, fort, et que tu le contrôles. Donc respecte-le et vas-y. Elle l'a fait tout de suite. Et ça a très bien marché. À la fin, elle a dit, j'ai beaucoup aimé ce travail parce que ça m'a connecté à ma féminité. Oui, ça m'a connecté à ma féminité. Moi, je termine, c'est Rana qui parle là. Et ça m'a relié à ma combativité. Donc elle a reconnu en elle sa combativité et les deux. Et quand une femme réunit les deux, la féminité et la combativité, elle devient un être accompli. Bon, une question vraiment qui me tracasse, parce que moi j'imagine si on donne un bâton à mon fils et qu'on lui dise par exemple, quelqu'un qui a 15 ou 16 ans et qu'on lui dise fais attention, ne touche pas l'autre avec ton bâton, mais il va difficilement le faire. Oui, comment ils le mener à d'avoir un bâton à la main pour... Quel âge a votre enfant? 17. Ah non, il va le faire. Parce que Gabriel, par exemple, d'autres qui a démarré à 12-13 ans, on lui demande de faire, il fait. Oui, mais comment vous le reprenez, ce contrôle? On l'apprend. Le jeune ne demande qu'à apprendre. Il faut juste lui donner les règles, le cadre, et dans lequel il va se libérer, il va prendre plaisir. C'est-à-dire qu'il pratique avec le bâton dès le début ou il pratique sans bâton et quand il peut maîtriser sa colère... Non, dans un cours, il y a des phases de pratique sans bâton. Et dès le début, il a le bâton à la main. Dès le début, il faut que l'injection du contrôle et du respect de l'autre, c'est dès le départ et jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que cette histoire, c'est pas au début, c'est tout le temps. Des gens ont débuté à 50 ans. J'ai un élève qui a commencé à 60 ans. Ok, à 60 ans.
Donc, pour tous, c'est le contrôle. Là où j'ai le plus de difficultés sur le contrôle, c'est les gens du Founoun Cha'beya, des arts populaires, parce qu'ils sont complètement déconnectés de ça. C'est ce que j'ai vu. Ben justement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous vous intéressez maintenant au tartib en tant que sport ou en tant que aussi danse folklorique? Mais depuis le début, enfin, j'étais peut-être pas été clair au départ, mais pas du tout comme danse folklorique. Il y a plein de gens qui s'en occupent de manière très brillante comme danse folklorique. Qu'est-ce que vous voulez que j'y apporte? Ça marche très bien, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Danse folklorique, il y a d'excellentes équipes, il y a eu Reda et ses descendants, formidables, hein. Mais ça, c'est un sport avec une pratique qui prend ses références dans la discipline égyptienne pharaonique et qui a évolué comme pratique, comme jeu. Maintenant avec des règles, une codification sportive, et qui va faire bénéficier à tout le monde des bénéfices habituels des arts martiaux, et amplifiés grâce au bâton et à la percussion. C'est ça qui se passe. Et si on parle de la différence entre l'art pratiqué au temps pharaonique aujourd'hui, est-ce que les anciens Égyptiens ils pratiquaient cet art ou ce sport en groupe également ou c'était un jeu à deux? Parce qu'on a toujours en tête que c'est un jeu entre deux personnes uniquement. Non, ce n'était pas un jeu. Ou un sport. Ou, non, ils ne jouaient pas là. C'était pour le combat. Ou une bataille entre deux personnes. C'était pas deux personnes. C'était pour le combat. C'était pas pour deux personnes. Vous êtes sur le champ de bataille. Vous avez les ennemis devant vous là. Vous allez leur dire, attendez, mettez-vous un par un, je vais vous prendre un par un. Non, c'est que parce qu'on parle, si on parle par exemple des romans de Naguib Mahfouz, on parlait toujours que c'était en tête-à-tête entre les deux commandants, les deux maîtres, les deux ma'allim. Alors, ce n'était pas le cas pour les Égyptiens. C'est bien, il y a le roman de Naguib Mahfouz, mais il y a la réalité du terrain de champ de bataille. Le champ de bataille, vous en aviez plusieurs devant vous. Et vous deviez bouger dans tous les sens pour ne pas vous faire casser la tête, mais pour casser la tête des autres. Et ça vous amenait à développer un sens du 360. Maintenant, quand on prend cette fresque-là qui a été, je ne sais pas si on peut la voir là, peut-être vous la voyez sur la caméra. Nous on la voit, mais difficilement. C'est difficilement. Bon, alors on va peut-être pas occuper. Il y a 4 scènes. Ces 4 scènes, l'instructeur donne des choses très précises à son élève dans le cadre d'un combat pour comment casser la tête de l'autre ou comment ne pas avoir sa tête cassée. Là, il lui dit fais tourner ton bâton par l'arrière pour prendre un maximum de puissance. Il dit fais tourner ton bâton par l'arrière. L'autre, il lui dit, ajuste ton bras pour protéger ta tête. La troisième, il dit, vas-y, engage-toi, vas-y, sinon c'est l'autre qui va avancer. Et la quatrième lui dit, ne tape pas mon bâton, c'est moi que tu dois taper. Ça, c'est des principes guerriers de combat. Mais non, aujourd'hui, le principe, on n'est plus là pour casser la tête de l'autre, on est là pour se développer. Le principe guerrier devient un principe de développement de soi. La première, quand il vous dit, allez, cherche ton bâton, fais-le tourner par derrière, c'est construire la chose depuis tes valeurs, depuis ta racine. Okay. La deuxième, ajuste ton bras, respecte-toi. C'est bien, respecte-toi, protège-toi, respecte-toi. L'autre, c'est engage-toi. Engage-toi avec l'autre. La dernière, quand tu dis c'est moi qui dois le toucher, c'est considère l'autre, c'est-à-dire respecte l'autre. Voilà comment un principe guerrier devient un principe de développement de soi. Bon, c'est vraiment très intéressant et on aurait voulu vraiment parler plus avec vous. Mais le temps consacré à l'émission est terminé. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Si grâce à vous, on pouvait avoir des candidates féminines déjà dans des clubs sportifs pour les rentrer dans le programme du Train the Trainer, qui démarre en septembre, qui sont soit dans le taekwondo, ou l'aïkido ou le karaté. Quels sont les critères? Les critères, ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes sportifs, déjà inscrits dans un club. Pourquoi? Parce que le principe du Train the Trainer, il y aura des stages intensifs, il y en aura 7. Et entre chaque stage intensif, il y aura la transmission chacun dans son club de ce que la personne a appris pendant un mois et demi. Et moi, je ferai la supervision. Ce qui fait que l'instructeur qui se développe va apprendre en apprenant aux autres. Là, en mai prochain, il y aura plus de 300 personnes qui vont pouvoir faire le premier tournoi égyptien du Modern Tartib avec le ministre des Sports. Alors, c'est quelle tranche d'âge? On voudrait juste connaître la tranche d'âge. Tranche d'âge, c'est le mutakharreg de Tarbiya Riyadiyya, c'est combien? 25 ans, 27 ans? 21 ans. Non, ils ont 4 ans d'études après le bac. 24 à peu près. Bon, disons à partir de 25-27 ans jusqu'à 40-42, parce qu'après, c'est plus difficile de faire changer les mentalités. Oui. Docteur Adel Poul Boulad, on vous remercie infiniment vraiment de nous avoir
présenté et introduit cet art égyptien. Et on espère bien trouver des bons candidats et candidates pour commencer le club ici en Égypte. Et je crois que c'est ainsi qu'on termine cette édition. Bonjour l'Égypte. Oui, tout à fait. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.